Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre nouveau rendez-vous le lundi à 21 h. Eh bien ce soir nous allons recevoir quelqu'un qui se bat pour une cause très noble, c'est toujours en lien avec l'égalité. Donc ce soir on va recevoir Bachir Kéroumi. Bachir, bonsoir. Bonsoir. Alors Bachir, les gens vont se demander pourquoi vous avez des lunettes noires sur le plateau. D'abord pour faire joli, et deuxièmement c'est parce que je suis aveugle. Donc voilà, mais Bachir Kéroumi, je vous connais depuis longtemps. Vous avez écrit Le Voile Rouge, vous avez publié Le Miroir de l'exil, j'aime beaucoup le titre Le Miroir de l'exil, et vous allez nous parler de vous parce que, déjà je sais que Bachir Kéroumi, vous êtes économiste à la Vallée de Paris, vous êtes ceinture noire 4e dan de judo, parce que les gens ça doivent le savoir aussi, parce que vous vous battez justement pour une autre façon de travailler ou de traiter les personnes en situation de handicap dans notre pays. Oui, parce que le problème les personnes, des 12 millions de personnes handicapées en France, ils sont sous tutelle. À savoir, c'est un système médical pour aller à l'école ou pour acheter un ordinateur adapté, on est obligé de demander l'autorisation du médecin. Or, si on prend l'Allemagne ou les États-Unis ou l'Angleterre, les personnes handicapées dans ces pays-là sont totalement libres. C'est elles qui définissent leur destin. Et si elles ont besoin d'une aide technique, c'est elles qui vont la prescrire, mais pas être sous tutelle. Et pour l'instant, les citoyens français en situation de handicap sont sous tutelle et malheureusement, de ce fait, ils sont exclus. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'enfants intégrés à l'école, il y a très peu, par exemple, les étudiants handicapés, il y a à peu près 12 000. Intégrés en France. Or, en Grande-Bretagne, pour une population similaire, ils sont à 176 000. Donc, pourquoi ? Parce que, comme ils sont citoyens sous tutelle, ils n'ont pas le droit à la parole. Alors Bachir, on va y revenir à l'Institut européen justement de Disability Studies que vous avez, sur lequel vous travaillez pour ça. Mais d'abord, avant d'y aller, qui est Bachir Kéroumi ? Vous êtes d'origine d'où ? Vous êtes né où ? Vous avez grandi où ? Parlez-nous un peu de votre parcours, surtout quand on est effectivement non-voyant. C'est quoi le parcours des origines alors, de Bachir Kéroumi ? Alors moi, je suis d'origine algérienne, je suis né à Oran. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 15 ans et demi et ensuite je suis venu en France. Mais à l'époque, je voyais clair. Et puis, à l'âge de 18 ans, en France, j'ai perdu la vue. Mais comme mon caractère et puis ma formation quand j'étais petit, c'était la bagarre, c'est-à-dire on doit combattre pour gagner sa vie, pour faire des études, donc j'avais cette culture de combat. Quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, si j'arrive à surmonter cette épreuve, parce que l'épreuve est dure, à ce moment-là, je vais développer une force hors du commun et cette force va m'aider pour toutes les situations de la vie. Et à partir de là, j'ai réussi à surmonter. J'ai fait des études jusqu'au doctorat. J'ai pratiqué le judo avec des personnes voyantes et j'ai fait des compétitions à haut niveau. Et je suis arrivé même au ceinture noire 4e dan. Aujourd'hui, je donne des cours à des élèves voyants. Ça, c'est mon 3e boulot. Donc voilà, et pour moi, le combat, la vie, c'est un combat. Mais comme je suis né et j'ai grandi avec un grand-père sahraoui et puis une grand-mère du sud marocain berbère, etc. Donc j'ai aussi la solidarité chevillée au corps. Et pour moi, le combat, il n'est pas individuel, il est collectif. Donc, je me bats pour faire avancer la condition de mes concitoyens. Alors, ce qui est bien, c'est drôle, c'est que vous êtes né à Oran, avec des origines aussi marocaines, Bachir. Oui, bien sûr. Donc voilà, vous êtes berbère. Les berbères sont d'ailleurs chez eux, il y a pas, c'est tout le Maghreb, même avec la Mauritanie, le Nord Niger, enfin, ils sont chez eux partout, quoi. Et donc Bachir, alors moi ce que je veux dire, vous avez aussi fait des études, vous êtes aussi économiste Bachir. Je suis économiste à la mairie de Paris, j'ai fait un doctorat au Conservatoire national des arts et métiers et j'ai travaillé sur la conjoncture économique de Paris, j'ai fait des études économiques de type INSEE et puis j'ai une spécialité aussi parallèlement à ça, c'est-à-dire dans l'économie, j'ai aussi fait un combat et je fais de la recherche au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai consacré 2 livres
à l'emploi des personnes handicapées. Alors, on y vient, donc c'est vrai que ce combat que vous menez pour avoir, et je le sais, pour avoir une vie normale, vous déplacez tout seul, vous êtes vraiment très autonome. Oui, je suis très autonome, je voyage, je prends le métro, etc. Et donc, le combat, en fait, il est pour mes frères et sœurs et concitoyens. C'est pas ma situation, parce que moi, j'ai une bonne situation, parce que j'ai combattu pour l'avoir. Et je l'ai, et j'en suis fier, mais je trouve qu'il faut qu'on aide toutes ces personnes, tous ces talents qui peuvent bien vivre, créer leur propre vie, suivre une formation, avoir un métier, avoir une famille, avoir une vie culturelle, une vie sentimentale. Et à cause de cette exclusion, beaucoup de gens sont soit enfermés dans des établissements, soit isolés chez eux. Alors, on va venir là avec votre institut. Donc, vous voulez effectivement développer la possibilité pour des jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, qui effectivement sont en situation de handicap, de pouvoir décider de leur avenir. Exactement. C'est-à-dire que quand on a un handicap, en réalité, le handicap, il est relatif, dans le sens où si la société est adaptée, le handicap, il est compensé. Si je prends mon cas, moi je suis non-voyant, j'ai fait des études, je travaille, j'ai des collègues, j'ai une vie très bien, j'ai des enfants, etc. Maintenant, si par exemple on ne me donnait pas des instruments pour écrire et lire en braille, je ne pourrais pas ni suivre des études ni travailler. Donc pour la personne qui est en fauteuil roulant ou une personne qui est autiste, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est à la société de faire un effort pour s'adapter, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit situation de handicap. C'est l'environnement qui est handicapant. C'est pas la personne, parce que handicap, ça veut rien dire. C'est ce que je dis, c'est pour ça que moi je dis situation de handicap. Parce que là, on a vu qu'effectivement, c'est l'Europe qui avait fait bouger, y compris notre pays, la France, c'est l'Europe qui l'a fait bouger sur le handicap avec les directives de 2000, parce qu'à l'époque, on n'était pas en conforme, on n'est toujours pas d'ailleurs. Exactement. C'est à chaque fois, c'est la directive européenne qui a forcé la France à avancer en termes d'accessibilité et autres, ce qui est dommage, parce qu'en réalité, quand on regarde d'après les chiffres de la Cour des comptes, on dépense jusqu'à 48 milliards par an sur le handicap. Ça veut dire qu'on dépense 3 fois plus que les Allemands ou les Suédois ou les Anglais, mais on a 3 fois moins de résultats. Donc ce n'est pas une histoire de moyens, c'est simplement une histoire de choix de société et de citoyenneté et d'égalité des droits. Par exemple, on a tenté la discrimination positive pour les personnes handicapées. Ça a été une catastrophe. Si vous prenez par exemple, il y a les lois depuis 1987 qui obligent les entreprises à avoir 6% de travailleurs handicapés. C'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cette loi de discrimination positive, on a stigmatisé encore davantage. Donc, je pense qu'il faut l'égalité des droits, les mêmes droits, et puis la volonté de changer les mentalités. C'est une question d'éducation. Alors j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Bachir, parce que quand on a fait effectivement ce quota de 6% pour syndicalement y avoir travaillé, on a pris des gens, mais pour justement ne pas avoir les amendes, mais en clair, les postes de travail n'étaient toujours pas adaptés, on leur donnait pas des responsabilités. En fait, on était plus dans l'empathie, là je suis gentil, ou alors de se mettre en conformité avec la loi, que dans effectivement ce changement de mentalité qui permet le respect de chacun. C'est ça. Parce que la clé des choses, c'est apprendre à vivre ensemble. Je vais te raconter une anecdote que tout le monde connaît. Les Jeux Olympiques de 2012, les Jeux Paralympiques 2012 à Londres, les stades étaient pleins. C'était la première fois dans toute l'histoire des Jeux Paralympiques. Pourquoi ? Parce que les Anglais, ils venaient voir des athlètes, ils ne venaient pas voir des personnes handicapées. Et c'est parce que c'est dans leur culture. Et pourtant, personne les a obligés. Et de plus, au Royaume-Uni, il y a à peu près 4 fois plus de personnes handicapées qui travaillent. Et pourtant, il n'y a pas d'obligation aux entreprises d'avoir 6% ou une taxe, etc., etc. Donc on voit bien que c'est une question vraiment de culture, de partage, de vivre ensemble et de respecter la différence.
Alors là, c'est le sportif qui parle, je sais que tu connais. Et est-ce que c'est ton souhait peut-être que les Jeux Olympiques en France, au moins, ne soient pas, comme toujours, les Jeux Paralympiques soient le parent pauvre des Jeux Olympiques, mais bien une vraie compétition avec de vrais sportifs et d'admirer les exploits de gens qui se dépassent, parce que le sport, c'est pas valide ou pas valide, c'est le dépassement de soi, et c'est que chacun apprécie la performance en fonction de son dépassement, non? Exactement. C'est-à-dire que si on veut vraiment réussir les Jeux de 2024, il faut se préparer à faire la fête et à respecter et à montrer que les Jeux paralympiques valent les Jeux olympiques. Et comme tu le dis, les athlètes dits handicapés sont beaucoup plus extraordinaires parce qu'il faut savoir d'où ils partent pour arriver à des performances extraordinaires, et ils montrent que, en fait, ça dépasse le sport. C'est une leçon de vie. Mais j'aime bien cette phrase, la leçon de vie, parce que moi, depuis que j'ai des amis, comme tout le monde, mais que je fais pas d'empathie, mais que je m'intéresse, chaque fois que je suis avec des personnes en situation de handicap, avec des amis, je prends toujours une leçon de vie, parce que c'est eux peut-être qui nous donnent le moral, parce qu'ils sont toujours très positifs. Ils ont alors, je parle pas de ceux qui arrivent, parce que au début c'est toujours compliqué, difficile, il faut s'adapter, s'habituer, mais je trouve que ce sont des gens qui ont un moral d'acier, Bachir. Exactement, et tu as raison d'indiquer qu'en fait, il faut quand même leur donner un peu la parole parce que leur vision de la vie est différente. Elle est enrichissante, elle est complémentaire. Moi, je suis aveugle, j'ai une vision différente. Quand je rencontre quelqu'un, je ne le juge pas sur l'apparence. Je l'écoute attentivement parce que c'est mon atout. Et là, je rentre en empathie avec lui. Je ressens ce qu'il dit, ce qu'il veut exprimer, etc. Et immédiatement, les gens le rendent bien, le ressentent. Et pourquoi, par exemple, les gens aiment bien discuter avec des aveugles? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas jugés sur l'apparence. Et c'est très important. Ça crée un lien beaucoup plus sincère et plus fort. Est-ce que tu penses qu'effectivement aujourd'hui nos regards doivent changer, que là sans faire de jeu de mots, mais qu'on doit se laver les yeux chaque jour pour essayer d'améliorer notre regard sur le monde, sur ceux qui nous entourent, sur nos proches? Il faut juste le respect. C'est-à-dire que croire que quand je regarde une personne handicapée, je pense qu'elle est égale à moi. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi je suis dit valide que la personne handicapée est inférieure à moi ou diminuée par rapport à moi. Non, elle n'est pas. Parce que l'être humain, c'est d'abord une pensée, des sentiments. Le corps, c'est juste quelque chose de matériel. Mais le plus important, c'est la pensée, c'est la croyance, c'est les sentiments. Donc, si la population pense que les personnes handicapées sont des personnes tout à fait à part entière, il n'y a pas d'infériorité, à ce moment-là, c'est plus facile. La communication est facile, et puis l'échange est facile, et là, on s'enrichit. Parce que le handicap, c'est quoi? C'est une différence. Exactement. Et donc là, qu'est-ce que, ce que tu voudrais dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent et aux institutions pour qu'elles se transforment, pour qu'elles justement, dans le cadre de ce que tu as monté de l'Institut, pour que justement elles permettent à ces personnes en situation de handicap que nous aménagions notre société pour qu'elles ne le soient plus handicapantes pour eux et qu'ils puissent effectivement prendre leur vie à bras-le-corps? Je vais donner deux exemples. Si je m'adresse aux enseignants, que ce soit le primaire jusqu'à l'université. Quand vous prenez des élèves handicapés dans vos classes ou des étudiants, c'est un enrichissement. D'abord, ça va vous forcer à développer votre pédagogie, à être plus précis, à avoir des manières différentes d'expliquer les choses. Ça va vous enrichir vous-même, c'est-à-dire enseignant, et ça va enrichir toute la classe. Il n'y a pas meilleure richesse. Si je prends le cas des entreprises, quand on embauche une personne handicapée, qu'elle soit autiste, handicapée physique ou sensorielle, là, on doit travailler sur l'organisation du travail et aussi sur la distribution des tâches et l'amélioration, la performance des tâches. Parce que, comme pour adapter le poste, il faut penser à tout ça. Mais en faisant ça, on améliore les postes des autres. Donc, à tous les niveaux. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait de rencontrer une personne handicapée dans un café, dans la rue, de discuter avec elle, de la prendre normalement,
il y a un échange et ça remonte le moral à tout le monde. Ça donne envie de vivre intensément pour tous. Donc en fait, en réalité, c'est nous qui sommes, c'est nous dans nos comportements qui sommes des gens handicapants. Si on résume un peu. Si je résume et si je veux être un peu méchant, je dirais oui, c'est vous qui êtes handicapant et handicapé à la fois. Mais c'est juste au 2e degré. Voilà, ouais. J'aime bien ce truc parce que c'est vrai que tu gardes l'humour quand même toujours. D'ailleurs, c'est ça aussi qui fait un peu le personnage aussi. Toujours dire les choses sans... Parce que chez toi, il n'y a pas d'animosité quand tu en parles. Tu défends des choses avec humour, empathie, mais sans animosité forcément. Non, jamais. Toujours l'empathie. Je peux te critiquer en face de toi, mais tu es toujours mon ami. Et on est ensemble, on est sur Terre. Donc, on doit être amis, on doit être en empathie, parce qu'on partage ce destin. Donc, il ne faut jamais ni être rancunier, ni avoir de l'animosité, il faut avoir de la fraternité, de l'empathie, et c'est comme ça qu'on vit mieux. Tout le monde vit bien. La rancœur, elle fait du mal à celui qui l'a en lui. Alors, Bachir, justement, c'est vrai, comment vivent tes élèves, justement, tes cours, quand ceinture noire et canne blanche, ça doit dépareiller? Alors, moi, je donne des cours parce que quand j'ai arrêté la compétition, comme je suis fan de judo, j'ai décidé de faire professeur de judo. Et mes élèves sont clairvoyants. Mais voyants ou clairvoyants? Est-ce qu'ils ont une voix plus loin que leur bout de Non, j'ai dit clairvoyants, c'est l'expression, mais ils sont voyants. Ils sont voyants. Mais j'ai eu une petite difficulté au départ. Je voulais passer mon diplôme de professeur et le ministère Jeunesse et Sport m'avait refusé au départ en disant vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas assurer la sécurité des élèves. Et j'ai dû me battre très dur et j'ai réussi à le passer et à obtenir le diplôme. Mes élèves, ils rentrent en fait en complicité avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je leur montre ce qu'on appelle le judo de sensation, le judo à la japonaise. Et puis, comme ils sentent que je suis passionné et que mon but, c'est leur transmettre, et avec beaucoup de joie, d'humour, et j'ai vraiment des élèves extraordinaires. Mais je pense qu'ils ne sont pas extraordinaires par hasard. C'est parce que le partage entre nous a fait que chaque cours devient extraordinaire. Alors c'est bien parce que vous précisez, parce que c'est vrai que souvent quand on n'est pas entre guillemets quand on est en situation de handicap, on nous dit qu'on ne peut pas avoir de diplôme, qu'on ne peut pas entraîner, ce que vous avez dit parce que vous ne pouvez pas assurer la sécurité, mais vous l'assurez parce que vous assurez aussi une sécurité qui est plus importante, vous venez de le dire, la sécurité affective. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis en plus, comme quand on ne voit pas, en fait, on est beaucoup plus vigilant que celui qui voit. Par exemple, moi, dans mon cours, je donne des consignes tout le temps. Je positionne les élèves, donc j'ai quasiment jamais de blessures. Et si je fais même un ratio par rapport à mes collègues qui voient, je suis celui qui a jamais de blessures dans l'année. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est une façon de gérer son cours, de dominer son cours, et puis de capter son public. C'est important quand même de savoir capter le public et tout ça. Et là, c'est pas avec le regard que vous le captez, c'est avec les mots, le sens, c'est ça? La présence, la technicité, l'empathie et le fait, l'encouragement. Par exemple, moi, j'ai créé une méthode où, dans un cours de judo, on prend un élève, on fait une démonstration, on montre à tout le monde. Et puis, dans les profs voyants, après, ils disent faites des répétitions. Reproduisez, oui. Mais moi, j'ai rajouté encore une autre chose. Je montre et après, je demande qu'ils se mettent 2 par 2 pour réviser. Mais pendant qu'ils révisent, je passe parmi eux et je leur demande de faire pratiquer sur moi. Et je les corrige. Et en 30 secondes par élève, je corrige directement la technique sur moi-même. C'est-à-dire l'élève la pratique sur moi et moi, je lui dis non, ton pied il est à droite, il est trop à droite, ou alors t'es pas assez fléchi, etc. Et alors les élèves, ils adorent ça, parce que des fois, quand je fais le tour, et des fois j'oublie 1 ou 2, ils viennent me voir en me disant mais moi j'ai pas fait avec toi, moi j'ai pas fait, etc., etc. Donc ça prouve bien qu'il y a un lien avec eux comme qui se crée, non? Extraordinaire. Je vous recommande de venir un jour filmer, vous serez épatés.
Ben voilà, on va le proposer, ça, parce que c'est pas dans l'émission, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, Bachir, dans l'Institut, c'est quoi les projets? Parce que moi, quand je parle avec des gens qui veulent, où je leur ai dit pardon de venir, on m'a dit, Bachir, il est exceptionnel, mais je dis, je connaissais Bachir déjà truc. Et c'est quoi le programme de l'Institut dans les jours qui viennent, les années à venir? Alors, cet institut, on l'a créé à plusieurs personnes. Notre but, c'est de faire des études pour démontrer qu'on peut intégrer les enfants à l'école primaire, qu'on peut par exemple intégrer la dimension du handicap dans les médias. Par exemple, là on a un projet qu'on lance, c'est l'image de la personne handicapée dans les médias. Et donc on va faire une comparaison entre le Royaume-Uni et la France pour montrer comment les Anglais ont pu avancer et comment nous on est bloqués, et puis donner des solutions. On a aussi, par exemple, une étude sur comment améliorer l'accessibilité en France. Donc, notre but, ça va être faire des études et des expérimentations. Et ensuite, donner la connaissance à tout le monde, librement. C'est-à-dire, tout le monde pourra prendre nos travaux et les traduire comme projet dans leur localité, ou dans leur entreprise, ou dans leur association, ou dans leur école. C'est un projet très ambitieux quand même, parce que c'est vrai qu'on part de loin, nous, quand même. On part de loin, c'est un projet très ambitieux, mais j'ai pour l'instant à peu près une vingtaine de chercheurs et de responsables qui sont partants pour travailler sur ces études-là, et le groupe il grossit de plus en plus. Alors Bachir, comment se fait-il que ta motivation sur ces questions-là ne tarit pas d'année en année? Au contraire, elle se décuple. Parce que quand on travaille avec la joie de vivre et le fait de partager les choses, on rencontre toujours des gens qui sont souriants, combatifs, pleins de créativité et qui nous donnent une nouvelle énergie. Moi, par exemple, je voyage beaucoup, je vais aux États-Unis. Là, il y a 3 mois, j'étais à San Francisco, j'ai rencontré les gens à Berkeley qui travaillent sur les Disability Studies. Ça m'a donné une énergie folle. Je vais en Angleterre ou je vais en Russie et en France, je rencontre des gens, et à chaque fois quand on rencontre des personnes comme ça, on ne peut pas baisser les bras, c'est impossible. Ouais, moi je trouve que quand on te suit, tu voyages quand même beaucoup plus, tu es beaucoup plus dynamique que quelqu'un qui est voyant, pour prendre le cas de la handicap, mais tu vas beaucoup plus vite et vois beaucoup plus loin qu'eux quand même des fois. Parce que quand on repousse les limites, en réalité quand on dit je vais jusqu'à mes limites, les limites on ne les connaît pas. Mais si on se dit non, il n'y a pas de limite, je dois progresser tout le temps, tous les jours, j'essaye d'améliorer les choses. Et là, quand on travaille au quotidien, ça devient un comportement. Et quand on a ce comportement, on progresse tout le temps. Et on progresse avec la joie, parce que c'est pas progresser pour progresser, c'est progresser pour partager. Et moi, quand par exemple je fais un projet, et puis il y a des gens qui ont trouvé du boulot grâce à ce projet, c'est une joie extraordinaire. Je suis gonflé pour 5 ans. Donc c'est ça, etc., etc. Donc c'est vraiment, et comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas de rancœur. Il faut, même s'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas faire, on essaye de les combattre pour les ramener à l'ordre, pour les convaincre, mais ce n'est pas nos ennemis. Il faut rester en empathie. Alors, juste avant je sais parce que l'émission avance, mais je voudrais juste que tu me parles un peu de ton livre, ton dernier livre, Le Miroir de l'exil. Parce que j'ai beaucoup aimé ce titre. Et toujours, je dis aux gens, le matin, si on peut se regarder dans un miroir, c'est pour essayer de se corriger. Alors, pourquoi ce titre pour toi, Le Miroir de l'exil, et c'est quoi derrière tout ça sur le livre? Alors, il y a ce titre, en fait, il vient de 2 expériences. La première expérience, c'est l'exil, quitter son pays, sa famille, son territoire. Et donc, on s'exile. Et il y a comme un choc. Et là, il faut faire un retour sur soi-même, un travail sur soi-même pour pouvoir surmonter cet exil et le prendre positivement comme une renaissance, une découverte de l'univers, etc. Et la deuxième expérience, c'est la perte de la vue, où là, je me suis senti exilé du monde des voyants vers le monde des aveugles. Et là aussi, j'ai essayé de travailler sur moi-même,
de travailler ce qu'on appelle le regard intérieur pour pouvoir en fait, développer une espèce de puissance de pensée afin de surmonter cette épreuve de la cécité et transformer la cécité comme quelque chose de positif. Alors quand je dis quelque chose de positif, c'est concret, c'est avoir l'écoute, développer la concentration, sentir les choses de façon physique, que ce soit les objets ou les êtres humains, et les comprendre. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai un ressenti très fort. Donc je peux sentir chez lui du bien-être, du mal-être, mais donc ça me permet de le comprendre encore mieux. Donc voilà, et la vision du non-voyant, c'est quoi? Ça veut dire une vision globale, elle n'est pas figée sur un objet. Et une vision globale, c'est très très important quand on voit globalement les choses, parce qu'on peut les relier plus facilement que quand on voit les objets de façon séquentielle. Donc voilà, faites pourquoi le miroir de l'exil. En fait, tu as vécu un double exil. Exactement. Je montre le livre avec une photo, c'est vrai que c'est un double exil que tu as vécu, Bachir. Ouais. Parce qu'en arrivant, tu perds la vue, c'était vraiment... donc ça t'a forgé, ça a, entre guillemets, changé ton regard sur les choses, sur la vie, sur... Ça a changé mon regard parce que j'ai accepté et j'ai travaillé sur moi-même. Parce que le choc est dur. Le choc, il y a plein de gens, ils ont du mal à se relever, mais je le comprends. Mais en même temps, moi, c'est l'éducation que mon grand-père sahraoui et ma grand-mère berbère qui m'avaient donnée quand j'étais petit. C'est cette éducation qui était basée sur la poésie, sur la solidarité, sur les contes, sur la vision, la vie. Et du coup, c'est ça qui m'a servi dans les épreuves dures. Et j'ai transformé ces exils, qui peuvent sembler au départ négatifs, je les ai transformés en expériences positives. En clair, on peut se servir des leviers qu'on peut supposer ou intégrer comme des leviers négatifs pour en faire des leviers positifs, des leviers, des ressorts pour se relancer dans la vie. Exactement. C'est-à-dire parce qu'on voit la chose au départ, elle semble très dure. Bien sûr, elle est très dure. Mais la souffrance, si on arrive à la juguler, on peut voir qu'est-ce qu'on peut en tirer comme qualité humaine. Ne serait-ce que même si on arrive à surmonter et avoir le moral au bout de quelques mois, déjà là on a une grande victoire et là on peut prendre un peu de distance vis-à-vis des choses et dire voilà, je peux peut-être entamer telle ou telle action, je pourrais peut-être me mettre en coopération avec telle ou telle personne, etc. Mais surtout pas se noyer dans la souffrance. Moi, je le dis parce que, pour ceux qui nous regardent, tu es arrivé seul au studio. Tu ne m'as pas appelé 50 fois pour me dire est-ce que c'est la bonne porte. Tu es arrivé, quand tu es arrivé devant, tu as appelé la personne qu'il fallait, on t'a ouvert, tu es rentré parfois mieux que les gens valides, ou comme on dit, mais qui, eux, se perdent. Tu n'as pas eu besoin de boussole. Non, c'est la vision globale. C'est-à-dire que quand on est non-voyant, on fait un algorithme. Et on dit, voilà, première étape, je fais ça, deuxième étape, je fais ça, et l'ensemble fait l'action. Et après, c'est une question de volonté. Alors, Bachir, l'émission touche à sa fin, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent, justement, parce que je crois que c'est ton émission, le message à faire passer, et les gens vont bien voir qu'effectivement, moi, j'ai utilisé à dessein les mots voir, miroir, autre regard, parce que pour balayer, c'est comme si j'avais, comme je le fais avec d'autres invités, c'est-à-dire que je suis j'ai un invité, et comme les autres, quoi, c'est ça le... Moi, je dirais que, d'abord, il ne faut jamais se sentir en faute quand on est devant une personne en situation de handicap, parce qu'on est un peu gêné, on dit est-ce que je peux utiliser tel mot, par exemple moi on me dit vous voyez, après excusez-moi, pourquoi il faut ça. Jamais, le langage est libre, on est plus à l'aise avec les gens qui ont un langage libre. Et deuxièmement, je vous propose à chaque fois quand vous avez l'occasion, c'est d'échanger avec une personne en situation de handicap. C'est un enrichissement. C'est un enrichissement pour vous, pour elle et pour la société. Et petit à petit, si on continue à faire comme ça, on va créer une culture commune. C'est-à-dire on va changer les mentalités. C'est exactement ça.
Et puis surtout, les personnes en situation de handicap ont beaucoup d'humour. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et peut-être aussi, si tu peux saluer aussi ta famille, tes enfants qui peut-être vont nous regarder et qui vont soutenir et qui te soutiennent dans ce combat parce que tu es souvent absent aussi, Bachir. Oui, ben je dédie cette émission à ma fille Sonia, mon fils Sébastien et puis mon frère Nordine et ses enfants. Ah ben voilà, tu vois, parce qu'on salue d'ailleurs, Ouais. les enfants de Bachir, on vous salue, le frère de Bachir, ses neveux. En tous les cas, voilà, vous avez un papa dynamique, hein. Et Bachir, toujours égal à toi-même, hein, Merci beaucoup. depuis 10 ans. Donc voilà, donc en tous les cas, sur ce message, et je pèse les mots, c'est-à-dire que en fin de compte, tu es venu nous délivrer un message fort, en montrant qu'effectivement, un invité est un invité, que c'est le fond qui compte. Et je crois que justement, c'est peut-être que si le message a dû passer, parce que les gens ont dû s'enrichir en te regardant, en t'écoutant. Et j'espère qu'effectivement, aujourd'hui, vous porterez un autre regard sur les personnes en situation de handicap et que vous serez aussi les acteurs de ce changement de cette société, des mentalités qui font que nous regarderons chaque être humain comme il doit être regardé, c'est-à-dire en tant qu'être humain. Exactement. En tous les cas, moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie Bachir d'être venu nous parler de ça et de vous avoir enrichi. Merci infiniment. Merci à toi, Bachir. Et donc, nous, on se retrouve lundi prochain à 21h, nouvel horaire, donc ne l'oubliez pas, avec un nouvel invité. En tous les cas, merci pour votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous. Et surtout, gardez la forme.